Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui une personnalité que certains appellent le père de la démocratie mauritanienne. Il a dirigé ce pays de 2005 à 2007. L'ancien président Eli Ould Mohamed Vall est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Monsieur le Président. Alors, comment se porte votre pays, la Mauritanie, aujourd'hui? De quel côté voulez-vous que nous commençons? L'économie, le politique, le social? Parce qu'on doit tout balayer. Alors, nous commençons... Mais de manière générale, le pays se porte bien ou pas? Alors, de manière générale, le pays, malheureusement, n'a jamais connu une situation aussi grave que la situation qu'il connaît aujourd'hui. Et il la connaît malheureusement dans le temps, c'était parfois une situation politique, mais l'économie était sauvegardée. Et c'était une situation sociale, et le politique et l'économie étaient sauvegardés. Aujourd'hui, tout y est, tous les ingrédients, si vous voulez, de la catastrophe sont réunis dans notre pays, les ingrédients de la catastrophe économique, les ingrédients de la catastrophe politique et les ingrédients de la cohabitation, si vous voulez, politique dans notre pays. Mais pourtant, certaines personnes qui vivent la même chose, qui vivent en Mauritanie, estiment que plus jamais le pays ne s'est aussi bien porté sur beaucoup de plans, par rapport à l'amélioration d'un certain nombre de choses et la rupture avec un certain nombre de pratiques anciennes qui sont à déplorer. Alors, allons-y et analysons. Permettez-moi de rentrer dans le vif du sujet pour analyser l'ensemble des paramètres dont je viens de parler. Je vais vous donner des éléments qui sont vérifiables pour sur le plan économique, par exemple. Alors, je commence par le plan économique. Alors, ce régime a hérité une situation très particulière dans notre pays en 2008 quand il est venu au pouvoir. En 2008, quand il est venu au pouvoir, il a trouvé un pays dont la dette a été rétrocédée, donc un pays vierge d'un point de vue de la dette. Il a trouvé un pays dont la société principale, la société des mines, fournissait aux environs de 30% des revenus, la capacité de fournir au moins 30% des revenus de l'État et se porter d'indexation. Il a trouvé toutes les sociétés, les quelques sociétés d'État qui existaient, parce que la plupart ont été privatisées bien avant, dans le cadre d'une restructuration avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire. Les quelques sociétés d'État. Ça, c'est ce qui se passait hier, ça. Je dis, ça c'est en 2008. Il les a trouvés dans une situation parfaitement viable. Il a trouvé une monnaie qui était par rapport à l'euro à 321 par rapport à l'euro. Il a trouvé le secteur de la pêche extrêmement porteur et qui était un secteur extrêmement... Mais comment se porte ce secteur aujourd'hui par rapport à 2008? Alors, je viens pour chacun de ces secteurs pour comparer. Parlons de ce secteur-là déjà, pour les comparer. Ça, c'est la situation qui prévalait à l'époque. Le pétrole venait de démarrer, la mine d'or venait de démarrer. Et donc, il a trouvé devant lui un pays plein d'espoir et l'essentiel des investisseurs étrangers se bousculaient si le pays et les investisseurs... Ils ne se bousculent plus aujourd'hui? Je vais revenir dans on n'a pas beaucoup de temps, monsieur le Président. Allons l'essentiel. Et les acteurs économiques du pays avaient confiance dans leur pays investisseurs. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? La situation aujourd'hui, c'est 5 milliards en moins de 7 ans, 8 ans, 5 milliards de dollars de dette, avec un service de la dette bientôt de 200 millions pratiquement pour le remboursement des intérêts, pour le remboursement des capitaux. Oui, mais cet argent a servi à quoi? Alors, c'est ce que demandait aux Mauritaniens. Il n'y a absolument aucune trace de cet argent. Parce qu'au moins, si cet argent avait été investi dans des projets générateurs de richesse pour les pays et dans la continuité, personne n'aurait trouvé... Mais sur le plan infrastructurel, il y a eu des choses quand même. Ne trouve à redire. Alors, dans le cas de la Mauritanie, écoutez, avec 5 milliards, il faut bien quand même qu'il y ait quelques traces. C'est des infrastructures. Mais cette situation que vous décrivez, est-ce qu'elle est... Voilà le point de vue de la dette. Alors, c'est de la monnaie. La monnaie, la Banque mondiale est aujourd'hui à 416 le dollar par rapport à 319 en 2008. Et la Banque mondiale et le Fonds monétaire existe une dévaluation de 40%. Il est en train de faire glisser cette dévaluation par glissement. Et quand il aura fini ce glissement, il va encore dévaluer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a épongé
manger la richesse de chaque Mauritanien de 40% et la capacité de vivre des fonctionnaires et des petits gens de 40 à 50%. Mais Monsieur le Président, comment est-ce que vous expliquez tout cela? De la malgouvernance ou bien alors, je vous le décris. 64 sociétés d'État, dont 60% ont été créées pour le régime, sont à partir d'un diagnostic qui venait d'être fait ce mois-ci, sont en quasi-faillite. Mais c'est quoi la cause? C'est quoi la cause? Je reviens. Je vous donne d'abord. Laissez-moi vous sinon, donner on n'y arrivera jamais. Laissez-moi vous donner d'abord la situation pour que je vous explique les causes. 64 sociétés d'État sont en faillite. On risque de parler que des causes sans jamais parler des... Non, on va y venir très rapidement. Oui. On va y venir très rapidement. La société SNIP dont je parlais tout à l'heure est en train de mettre les clés sur la porte. Quelles sont les raisons profondes qui expliquent tout cela? Et les investisseurs étrangers sont en train... Parce que n'oublions pas qu'on est dans un contexte de crise. Attention. Pour une raison très simple, c'est qu'en 2008, il y a une rébellion qui s'est légalisée et donc, mais qui n'a jamais connu de légitimité et qui a géré le pays de la façon la plus catastrophique, dans la corruption la plus absolue, dans la délation la plus absolue, dans les règlements de compte les plus abjects. Ce qui fait que l'environnement politique et l'environnement économique du pays s'est dégradé de la manière que je viens de décrire, et c'est ça les causes malheureusement. Si vous voulez qu'on aille dans les détails... Mais d'autres causes que certains Mauritaniens évoquent aussi, c'est qu'il y a une frange de la population qui a décidé de rendre la vie dure au président Abdelaziz au pouvoir, les faits d'un certain nombre de sabotages. Vous n'avez pas vu tout cela? Et vous pouvez même aller plus loin et identifier ceux qui sont les auteurs de ces genres de comportements, non? Ce régime aujourd'hui, si aujourd'hui, je viens voir les Mauritaniens et je fais, si vous voulez, un sondage d'opinion par rapport aux Mauritaniens, croyez-moi, ce régime aujourd'hui, dans l'intimité, je ne parle pas de ce qui va s'exprimer par peur ou par intérêt, mais dans l'intimité, vous demandez à un seul Mauritanien qu'est-ce qu'il pense de ce régime aujourd'hui, il ne vous dira que des choses que vos oreilles ne pourraient même pas entendre. Et donc, il ne s'agit pas d'une petite minorité. Il ne s'agit pas de sabotage, c'est le régime qui s'auto-sabote parce que tout simplement, il n'est pas sur la bonne voie, il n'est pas dans la bonne direction et sa gestion est une gestion chaotique, une gestion déréglementée et une gestion absolument qui ne répond à aucun critère. Donc vous me dites que c'est un problème de gouvernance. Vous avez occulté complètement la crise qui sévit dans le monde entier aujourd'hui, et particulièrement dans cette région de l'Afrique. Non. Je compare, tout le monde subit la crise de façon directe ou indirecte, de façon indirecte. Mais personne ne subit ce que nous subissons aujourd'hui. Pourquoi le Sénégal se porte plus ou moins bien? Pourquoi le Mali commence à réagir de toute façon, aucun pays ne se porte très bien aujourd'hui. Oui, aucun pays, mais tout est relatif. Je dis bien, nous partons d'une situation extrêmement favorable et aujourd'hui nous sommes dans la situation la plus catastrophique que notre pays ait jamais. Et ça ne s'explique pas, nous sommes 4 millions et nous avons d'énormes richesses et tout simplement parce que la gestion est... Mais aucun dirigeant ne peut dire qu'il n'aime pas son peuple. Chacun vient avec sa vision. Mais il faudrait l'adhésion de tout le peuple quand même pour pouvoir conduire un certain nombre de choses. Alors les opposants, les personnes qui n'aiment pas ce régime, est-ce que vous ne voyez pas une main obscure qui soit de nature à empêcher à ce que le président en place ait de bons résultats? Non, écoutez, l'adhésion d'un peuple dépend de ses convictions, de la capacité de celui qui les dirige à les diriger. Or, le peuple mauritanien aujourd'hui, c'est que celui qui dirige notre pays n'a aucune capacité à le diriger et c'est que l'expérience qui s'est déjà passée. L'expérience le peuple lui a confié ce pays-là une seconde fois. Ce n'est pas la première fois. Si ce n'était pas le cas, il ne serait pas réélu. Permettez-moi de vous contredire sur ce point. Le peuple n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Mais il y a eu élection, c'est le peuple qui élit le président. Oui, bien sûr. Quelle élection? D'abord, c'est une élection qui a été boycottée totalement par toute l'opposition parce qu'il n'y avait aucune condition de viabilité, aucune condition de garantie, aucune condition. Ce monsieur a choisi d'aller de façon unilatérale parce qu'il ne pouvait être élu que s'il allait tout seul dans cette élection. Et il a choisi de refuser toute solution qui puisse créer un climat
où une élection honnête et transparente puisse se passer. Et donc, par conséquent, il a rejeté. Il a rejeté exprès, il sait bien pourquoi il l'a rejeté. Il l'a rejeté parce qu'il sait que si cette solution advenait, si cette solution était appliquée, si cette solution existait, il n'avait absolument aucune chance de s'en sortir. Et pourquoi? Il a donné le dos à la solution et il a préféré aller dans une élection. Mais est-ce que l'opposition mauritanienne aussi ne va pas dans la facilité en boycottant chaque fois lorsqu'il s'agit de grandes occasions? Parce qu'une élection, c'est une grande occasion. Le boycott, ça n'a jamais marché. La politique de la chaise vide, ça ne marche pas. Le boycott est déraisonnable quand la situation politique est raisonnable. Mais quand la situation politique ne donne aucune chance, et tout le monde le sait, et l'expérience l'a démontré, ne donne aucune chance d'une élection honnête, ni de l'expression d'un peuple pour celui pour lequel il veut. Et quand le scrutin est faussé d'avance, il est annoncé d'avance, et les résultats sont connus d'avance, et que tout est fait pour que les résultats soient garantis à l'avance. Alors, pourquoi voulez-vous que l'opposition y aille et n'y aille pas? Si vous voulez, je vais vous donner un exemple très clair, monsieur. Avant que vous me donniez l'exemple, nous allons quand même marquer une pause, monsieur le Président. Chers téléspectateurs, ne partez surtout pas. On marque une pause, on vous retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. Merci.